L'avenir du paysage social et politique du Sénégal est en pleine reconstruction aux yeux de tous, aujourd'hui plus que jamais. Alors notre nation connaît les changements les plus profonds, bilan et analyse s'imposent. Pour cet exercice, nous accueillons deux penseurs de la société sur notre plateau. Chers téléspectateurs, bienvenue dans Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Permettez-moi d'accueillir le docteur Souleymane Lo. Bonjour docteur. Bonjour Sophia. Comment ça va? Ça va bien, machallah, alhamdulillah, je vais bien. Alors, bienvenue de retour sur le plateau de Idées. Vous êtes sociologue, médiateur pédagogique formé à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. C'est bien ça? C'est ça. Parfait. Nous accueillons aussi le professeur Ali Anne de nouveau. Rebonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour à vous, Sophia. Bonjour. Alors, pour rappel, vous êtes consultant en sociologie et gestion des organisations. Vous êtes aussi directeur de recherche au groupe ISM. Bien sûr. C'est bien ça. Alors, on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui par rapport à ce sujet de reconstruction politique et sociale du Sénégal après les événements qui ont eu lieu il y a quelques semaines. Et j'aimerais aller dans le vif du sujet, justement, Dr Lo, en vous posant la question. Historiquement parlant, comment est-ce que le Sénégal a toujours maintenu une certaine stabilité politico-sociale des indépendances jusqu'à aujourd'hui? Merci Sophia. Bon, je salue donc de passage mon ami, en tout cas sociologue, chez Anne, et qui prend part donc à ce débat intéressant. Et pour revenir donc à la question qui est une question fondamentale, très importante d'ailleurs, parce qu'il faudrait qu'on en parle. Alors, quand on parle donc de la nation, évidemment, il faudrait que de manière étymologique, qu'on sache exactement c'est quoi la nation. Parce que quand on parle donc de nation, ça renvoie à l'idée de naissance d'abord. Et la naissance, quand on l'évoque, ça renvoie également à un lieu. Ce qui veut dire que dans un lieu quelconque, il y a des personnes qui sont nées là-bas. Et l'ensemble donc de ces personnes qui sont nées dans un lieu quelconque, et le lieu est circonscrit, il y a donc des frontières, il y a des limites bien entendu. Et tous ceux qui sont nés dans ce lieu-là, dans ce même lieu, dans ce même creuset, vont constituer ce qu'on appelle une communauté. Alors c'est pourquoi on dit que la nation est une communauté donc de personnes. Alors ça ne se limite pas là, mais cette communauté a quelque chose de commun. Pourquoi on dit communauté? Parce qu'on a quelque chose de commun. Ce qu'on a de commun, c'est ce que nous partageons. C'est quoi en général? Le fait d'abord d'être né dans le même lieu, c'est un élément important, mais également de partager une culture, d'avoir une histoire, etc., etc. Donc d'avoir des convictions. C'est là qui fait que ceux qui sont nés dans ce même lieu ont en partage en commun donc cet élément essentiel. Alors, mais on a cette nation qu'on appelle aujourd'hui, en tout cas le peuple sénégalais, mais cela ne suffit pas. C'est le fait d'être donc ensemble, etc. Mais il faudrait pour qu'il y ait donc des relations sociales bien structurées, bien également établi, il faut qu'il y ait un pacte social. C'est pourquoi, dès l'instant que cette communauté existe, elle n'existe que sur la base donc d'un pacte social. Ce pacte maintenant va simplement constituer d'un ensemble donc de règles, de normes, de valeurs, autour donc desquelles tout le monde se réunit et auxquelles également tout le monde se soumet. C'est ce pacte-là aujourd'hui, si on regarde au niveau politique, comme l'État est une organisation politique, on va se rendre compte que, évidemment, ce qu'il faut retenir, c'est que ce pacte renvoie donc à ce qu'on appelle aujourd'hui donc la Constitution, qui, à l'heure actuelle, dans l'État du Sénégal, décrit ce qu'on appelle l'ensemble donc des règles, l'ensemble donc des libertés, mais également le fonctionnement et l'organisation donc des pouvoirs en termes donc de séparation, l'articulation et le fonctionnement des institutions. Et les institutions, quand on parle cette fois-ci, c'est que ce soit le Conseil constitutionnel, que ce soit donc le Parlement ou l'Assemblée nationale, le gouvernement en tant que tel, l'administration donc de manière générale. Donc vous voyez que c'est ce pacte-là qui va constituer un élément fondamental. Alors maintenant, dans notre État, évidemment, une fois que tout ceci donc existe, on va symboliser théoriquement ce que nous parlons pour que ce soit davantage visible. C'est pourquoi, dans une nation, il y a donc l'existence des symboles. Les symboles sont importants pour pouvoir apporter un sens dans ce que nous faisons. Alors ici, le symbole donc de notre République, c'est quoi? C'est le drapeau. Alors le drapeau va symboliser davantage pour montrer que qui que nous puissions être,
peu importe donc de quelle communauté nous appartenons, parce qu'il y a des identités donc différentes, même ces identités donc différentes n'ont pas de sens du moment où tout le monde doit ignorer son appartenance pour que maintenant émerge donc une unité. Et cette unité, on l'appelle donc le peuple sénégalais. Alors donc, à partir de ce moment, les symboles sont importants pour davantage attirer l'attention de tout un chacun par rapport donc à ce que nous avons de commun à partager. Alors, les devises, donc la devise dont on parle, c'est évidemment important parce que c'est dans ce système donc de valeurs que la devise existe. La devise maintenant nous renvoie, bon, la devise du Sénégal, c'est le peuple, un but et une foi. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que le peuple montre combien les spécificités donc sont ignorées. C'est-à-dire donc les identités sont ignorées au profit donc d'une unité qu'on appelle le peuple. Mais ce peuple doit être réuni dans un seul sens, c'est d'aller vers un but. C'est ça le but donc dans la devise. Le but, c'est le développement donc de la nation. Mais également une foi. Et quand on parle donc de foi, ça renvoie à un élément important, c'est-à-dire le sentiment d'appartenance à la communauté, qui est le ciment qui consolide et qui donne sens aux liens sociaux donc, de proximité entre donc, les individus. Alors cette foi-là renvoie à cette volonté de faire partie donc, de la communauté, de la nation. Alors une fois que ces éléments donc, existent, bien entendu, il faut remercier donc, Senghor qui comprenait que malgré la diversité donc, ethnique qui existait donc, au Sénégal, religieuse ou peut-être à l'époque on avait une quasi-totalité donc, des populations étaient donc des musulmans. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait que 5% donc, de chrétiens, y compris donc, la plupart donc, des ethnies. Il a tenté de mettre en place ce qu'on appelle une constitution donc, de l'affect. L'affect, là, c'est cela qui est encore davantage un élément qui soude donc, les populations. Alors, l'affect, c'est un état d'esprit qui permettrait de dissiper, qui permettrait donc de désorienter donc, les uns et les autres par rapport donc, à leur propre individualité. Et c'est pourquoi on a instauré, par le génie donc, de Senghor, il faut le reconnaître, ce qu'on appelle donc, ce type de cousinage dont on parle souvent. Le cousinage donc, à plaisanterie, le cousinage, donc, la parenté donc, à plaisanterie, etc., entre Serer et le Djola, de telle sorte que ça permettrait même de dissiper, de descripter donc certaines situations donc, dans le pays. Donc, voilà encore une fois des éléments qui sont ou qui constituaient les fondamentaux donc, de la société donc, sénégalaise, particulièrement donc, la nation, qui aujourd'hui s'exprime donc, au nom donc, d'un État. Oui, tout à fait. Ce sont des éléments particuliers, en tout cas, qui forment l'historique du Sénégal et qui expliquent bien d'où l'on vient et où est-ce qu'on est aujourd'hui. J'en profite, professeur Ali Anne, en parlant de où est-ce qu'on est aujourd'hui, avec beaucoup de tensions qu'on a vu naître sur la base d'une affaire politico-privée, disons. C'est bien l'affaire d'Ousmane Sonko et qui a terminé par son arrestation et ensuite sa libération et qui a fait soulever des mouvements de masse durant quelques semaines dans tout le pays. Comment est-ce que vous analysez socialement cette affaire et les tensions naissantes qui ont perduré dans le pays? Alors, merci Sophia de poser ce débat, de poser cette problématique dans cette émission d'idées qui dit son nom. Donc, ça permet de présenter les choses sous une forme beaucoup plus intellectuelle et de pouvoir nous aider à nous tous peut-être d'avoir une perception plus claire de la situation. Alors, oui, l'équilibre du Sénégal, pour parler juste un peu de ça depuis les années 60, a été favorisé par tous les aspects effectivement que le collègue a évoqués. J'ajouterai à cette liste le système social intelligent du Sénégal qui a permis toujours d'avoir ce qu'on appelle des personnes qui arrivent à poser le dialogue. Ces personnes-là, à travers particulièrement de manière formelle ce qu'on appelle la société civile, et de manière plus ou moins informelle, ce qu'on appelle les maisons religieuses. Donc, c'est un système. Aujourd'hui, l'organisation du schéma sociopolitique au Sénégal fait toujours présenter ces différents acteurs à côté de l'acteur politique, à côté de l'acteur économique, il y a l'acteur religieux. Et ces ensembles ont su toujours trouver un ensemble de solutions pour venir à bout de beaucoup de problèmes qui ont eu à se poser et qui ont aidé aujourd'hui le Sénégal à se stabiliser jusqu'à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, un problème s'est posé et d'une manière quand même plus ou moins
dangereuse parce qu'on a eu à voir des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. D'où l'importance peut-être d'essayer de creuser pour voir réellement d'un point de vue social qu'est-ce qui a mal tourné. Alors, par rapport à cette question, qu'est-ce qui a mal tourné? Je pense que les indicateurs vont nous renvoyer dans différentes directions. On va peut-être évoquer l'aspect lié d'abord à ce qu'on appelle la famille et l'éducation. Parce que dans la plupart des situations, ce qu'on a vu, c'est des jeunes qui viennent de familles qui ont à peu près 20 jusqu'à 25 ans pour l'essentiel, peut-être même des fois moins, oui, qu'on a vu, et on doit interroger un peu quelques décennies à l'arrière. Donc c'est des jeunes qui ont été formés depuis les années, qui sont nés environ dans les années 2000, formés durant ce processus. Et durant cette période, tout le monde sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes qui sont posés sur le système éducatif. Cette période a été fortement marquée par des difficultés éducatives avec le recrutement massif de professeurs, les difficultés, les classes sans abri. Globalement, sur le point de vue éducation suivie de la jeunesse sénégalaise, il y a eu beaucoup de problèmes. Actuellement, on peut tenter de dire qu'on est juste en train de se sortir de cette situation, mais il faut d'abord qu'on remarque que la plupart de cette jeunesse ont eu à passer à ce niveau et qu'il y avait eu beaucoup de soucis. L'autre problème, au-delà de l'aspect éducation, au-delà de l'aspect famille, c'est la crise économique. La crise économique qui est une réalité. À côté quand même des grands efforts que fait l'État, qu'il faut souligner, parce qu'on a vu énormément de construction, énormément d'investissement de la part de l'État, qu'il faut souligner, mais la pauvreté, la crise sociale est tellement ancrée qu'il reste encore énormément de choses à faire. Cette crise sociale-là, à côté d'une jeunesse dont le suivi de l'éducation ne s'est pas fait comme il fallait, donc pour constituer quelque part une situation qui peut facilement dégénérer. Et cette crise sociale, cette crise à la limite économique, s'est vue accentuée depuis 1 an, plus ou moins, par ce qu'on appelle la crise sanitaire. Donc, ça veut dire quoi? À ces difficultés de formation de qualité, à ces difficultés d'accès aux soins de santé, à ces difficultés d'accès à l'emploi, à ces difficultés de pouvoir devenir un entrepreneur et d'investir, à ces difficultés de trouver un espoir à sa vie, s'est rajouté une autre forme de difficulté qui venait rendre la situation beaucoup plus compliquée avec les restrictions, le recul de la production, le recul des investissements, le recul de la production économique du Sénégal dans son ensemble. Et tout cela impacte beaucoup plus sur ce qu'on appelle les couches vulnérables. Et les couches vulnérables, essentiellement, c'est les femmes et c'est les jeunes. Donc, si on prend ces 3 facteurs, et à cela, comme dirais-je, l'élément qui a fait déborder la situation, l'arrestation de Ousmane Sonko, qui a été un déclic. Qui a fait que les jeunes ont exprimé à travers cette arrestation, au-delà du rejet de l'arrestation, au-delà de l'aspect politique, un rejet de tout un système qui semble ne pas convenir à leur construire l'avenir auquel ils s'attendent. À partir de cet instant, la réflexion s'impose, un arrêt s'impose et des questions pertinentes s'imposent. Est-ce que le débat devrait être posé seulement sous l'angle politique entre M. Macky Sall et M. Sonko? Je ne pense pas. Je pense que le débat va bien au-delà de ces personnes et je pense qu'ils l'ont, ou en tout cas qu'elles l'ont compris, parlant de ces 2 personnalités. Et une fois bien posé, je pense que des solutions quand même existent et qu'on peut valablement arriver à ces solutions. Oui, on en parlera justement des solutions proposées, en tout cas socialement. Docteur Lo, professeur Ali Anne a énuméré énormément de causes en allant assez en arrière, qui nous montrent que ce n'est pas seulement des causes politiques qui ont créé tout ce remue-ménage et ces hautes tensions dans le pays. Si on revient sur les faits, Ousmane Sonko, président du PASTEF, un des grands opposants du pouvoir, se fait arrêter, se fait accuser de viol et arrêté par la suite pour trouble à l'ordre public. À partir de ce moment-là, lorsqu'on regarde toutes les causes, quelles sont maintenant les conséquences palpables qu'on peut tirer de cette affaire-là? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quel est le message qu'il faut comprendre?
Merci, Sophia. C'est vrai, tu vas me permettre, Oui, j'allais bien dire, sûr. de revenir ou de rajouter quelques éléments, en tout cas parmi les causes, bien entendu. C'est vrai, M. Anne a si bien, en tout cas, campé donc, ces causes en mettant ça donc, sur l'éducation et certains aspects. Mais moi, je voudrais, sincèrement, donc, dans le cadre de notre pays, dans l'espace politique, énumérer quelques éléments qui me semblent être, en tout cas, non négligeables par rapport donc, aux causes. D'abord, c'est la méconnaissance ou la faible prise de conscience et la méconnaissance donc, de l'État. Ça, c'est un élément fondamental. Alors, pourquoi je dis ceci? C'est par rapport d'abord à ce que représentent donc, nos symboles. Que beaucoup de citoyens, parce que simplement, il y a une faiblesse donc, d'éducation morale et civique qui fait qu'aujourd'hui, même ceux qui sont donc, dans l'administration, dans l'appareil d'État, peu importe donc, le niveau où ils se situent, méconnaissent même l'importance donc, de ces symboles et qui revêt donc un langage important. Je l'ai évoqué tout à l'heure, pourquoi on a ces symboles. Le drapeau. Oui. Aujourd'hui, le drapeau, même le député, il a un écharpe, donc le drapeau. Oui. Mais D'ailleurs, c'est un symbole sans- qui a été beaucoup utilisé durant les manifestations. C'est ça le sens donc, du drapeau. Et là, je vais vous dire pourquoi. Un député, quand il met donc cette écharpe, il n'appartient plus ni à un parti, ni à une ethnie, ni à une quelconque donc, appartenance, mais c'est l'État que ça symbolise. Donc l'unité du peuple. Et il est là pour servir le peuple. Et quand on ne sait pas le sens que revêt donc ce symbole, quand on le met en bandoulière, quelles que soient donc les circonstances, ça pose un problème. Parce que lui-même, il ne mérite pas d'avoir donc ce bandeau-là. Parce qu'effectivement, il ne sait pas le sens qu'on confère donc à cela, le drapeau. Alors, évidemment, on a vu donc les drapeaux un peu agités lors donc des manifestations. Pourquoi? Parce que les couleurs même du drapeau ont des sens. La couleur rouge symbolise la détermination donc d'un peuple, mais également le courage donc d'un peuple à refuser toute intrusion, à refuser donc toute agression, à refuser, etc., comme l'ont toujours fait donc nos ancêtres. C'est pourquoi le rouge est important. C'est la couleur donc du sang, comme on a l'habitude de le dire, mais c'est toujours donc dans un sens donc de combattre, de refuser, qui rappelle donc au peuple le sens donc de cette couleur dans le drapeau. Alors, nos devises, malheureusement, regardez à l'heure actuelle donc ces symboles, quand vous prenez donc nos emblèmes, le lion, quand vous prenez donc en compte le baobab, mais les gens ne savent même pas qu'est-ce qu'il y a derrière donc ces symboles. Ouais. Le lion, on pense que c'est son courage seulement. Non. Il y a un sens qui a été bâti pour que le lion, tout comme donc le baobab, en tant que donc des emblèmes, puisse délivrer un message fort donc à la nation, au peuple. Le baobab nous rappelle l'enracinement qu'il faut. À quoi? À nos valeurs. Que ce soit donc les valeurs sociales, sociétales, ou donc les valeurs donc de la République. Les principes donc républicains qu'il faut respecter, il faut s'enraciner. S'enraciner de telle sorte que rien ne devrait être là pour vous perturber. Imperturbable comme le baobab. C'est ça le sens qu'il faut comprendre donc dans ces symboles-là. Ouais. Face donc à l'hostilité donc des vents, quels que soient les besoins venant donc d'ailleurs, que ce soit de votre propre camp, de votre propre famille, de votre propre ethnie, quand vous devrez servir donc le pays, restez comme un baobab. Ne vous laissez pas perturber par des considérations politiques ou autre chose. Ça, c'est être un baobab. Et chaque citoyen doit refléter donc ce caractère donc d'être un baobab. Malheureusement, on ne connaît pas. Il faut être un lion, ça veut dire simplement, il faut faire peur. Il ne faut pas laisser l'opportunité à quelqu'un de venir vous demander ce qui n'est pas possible pour un pays. Alors, à ce niveau, si vous êtes un baobab bien enraciné, vous êtes un lion bien assis, vous ne serez pas corruptible dans ce que vous faites. Vous ne serez pas manipulable. Et que c'est dans cette méconnaissance donc, de ces symboles même, et que nous portons en bandoulière sans savoir ce que cela va dire, parce qu'il y a une absence d'éducation civique, qui fait que, d'une certaine manière, nous assistons donc à des comportements qui peuvent dégénérer et nous amener donc de cela. Ça, c'est un élément, la méconnaissance. Mais également, c'est le désenchantement total. C'est une déception que les populations ont à des niveaux différents. Sous la justice d'abord. Parce que la justice, qu'elle soit donc une justice constitutionnelle, on en a vu depuis Wade à aujourd'hui.
qu'à chaque fois que la justice constitutionnelle, dont le rôle est de contrôler donc la constitutionnalité donc des lois, on s'est rendu compte qu'il y a un certain temps, depuis au-delà donc de Wade à aujourd'hui, on voit que cette justice, ça porte, en tout cas, ça laisse à désirer. Est-ce que les gens qui le critiquent ont raison ou pas? Mais le comportement par rapport à ce que le peuple attendait, ça laisse à désirer. La justice elle-même, en tant que respect donc de la règle donc de droit, ça pose un problème parce que souvent j'entends force reste à la loi, mais évidemment c'est ce que tout le monde cherche dans le pays, que force reste à la loi. Et force reste à la loi, c'est le respect donc de la loi et non autre chose. Mais on voit en place il y a de force reste à la loi, force fait ma loi. Et quand c'est force fait ma loi, on prend force fait ma loi à force reste à la loi, en ce moment on crée donc un conflit. On crée donc un désordre par rapport à ça. Et en mieux encore la justice sociale, qui également à ce niveau, il y a des problèmes. Et quand on parle donc de justice sociale, ça nous renvoie d'abord au respect donc de l'égalité donc des droits, mais également à la constitution donc d'une solidarité agissante et collective. Ça veut dire quoi? M. Anne l'a dit tout à l'heure, ces formes donc d'inégalité, d'accès à l'éducation, d'accès donc à la formation, etc., 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 font que les uns et les autres en ont marre par rapport donc à l'appareil donc d'État en tant que tel. Et mieux encore, le citoyen, parce que cette injustice donc sociale s'instaure, est écarté. On ne parle plus donc du citoyen, mais on parle donc du militant. On ne peut être nommé ni avoir droit à un poste de responsabilité si on n'est pas militant. Alors que le militant ne fait pas le pays, c'est le citoyen. Le citoyen est à l'écart donc de tout. Il faut être militant et que le comportement, en tout cas en retour qu'on peut observer, c'est que chacun, y compris le magistrat, y compris, je ne sais pas, un agent simple donc, de l'État, il va se convertir en un militant pour pouvoir espérer participer donc, au jeu de la République. Et c'est à ce niveau que l'injustice donc, sociale continue à être entretenue, politiquement parlant, et qui continue également à se répercuter de manière négative sur le comportement donc, des uns et des autres. Ouais. Je vais en finir, parce que c'est important pour arriver donc, au cas de Sonko, évidemment. Il faut regarder donc, cette supposition de la volonté de substituer maintenant la prison aux urnes. Tout le monde pense que, évidemment, de Karim Wade, de Khalifa Sall, à lui, il y a une volonté politique supposée, bien entendu. Mais en tout cas, dans les faits, c'est difficile d'en dire le contraire, qui consiste à éliminer par les urnes, par la prison, un candidat dans le jeu donc, électoral. Et ces éléments, plus maintenant la déception donc, du peuple, ce désenchantement sur le comportement de certains politiciens. J'en note donc les transhumants. Eux aussi, il faudrait qu'ils mesurent leur acte dans ce qui se passe, dans cette déception donc, que ressent donc, la jeunesse. Pourquoi? Parce qu'ils ont donc un contrat avec donc, les militants. Ils ont un discours et ne respectent plus donc leurs paroles. Ils transhument parce qu'ils ont donc des intérêts. Mais ils laissent derrière eux, en tout cas, des catastrophes, des jeunes qui ne savent plus à quel sens se vouer. Alors quand on les regarde parler, ils énervent plus qu'ils créent donc un amour. Et le style donc managérial donc, de l'État en tant que tel, quand l'État se fait davantage peur que d'être aimé, à la longue, si tout ceci se réunit, ça constitue ce qu'on appelle un cocktail explosif. De ce fait que n'importe quelle situation, y compris le déclic dont parlait tout à l'heure donc M. Anne, va davantage donc être l'élément qui va enflammer. Déclencher. Alors, en termes donc de solutions, très rapidement, évidemment, vous l'avez dit. On va revenir sur les solutions. Juste avant de vous laisser énumérer cela, j'aimerais justement que le docteur Anne revienne par rapport et mettre en relation les causes qu'il a énumérées. Vous avez mis l'éducation en avant, vous avez mis les jeunes, de toute façon, sont au front de ce combat depuis le début. Je pense que ça a été même souligné par le président de la République, Macky Sall, lors de son discours, quand il promettait justement de recevoir des jeunes, qu'il a entendu le cri des jeunes et qu'il promettait une certaine création d'emplois, une certaine activité pour ces jeunes-là qui ont signé, qui ont crié un ras-le-bol. Est-ce que c'est la solution appropriée selon vous, cette création d'emplois? Est-ce que c'est la base même du combat et où est-ce qu'on se situe par rapport à cela? Et quel jeune, justement, doit et va recevoir Macky Sall? Quels sont les jeunes? Voilà, ça c'est une excellente question parce que effectivement, si on progresse dans la réflexion
et qu'après avoir posé toutes ces causes et ces conséquences, aujourd'hui, le président de la République, M. Macky Sall, a fait une sortie, effectivement, et a fait un discours orienté dans le sens de la création de l'emploi pour les jeunes. Je pense que c'est une réponse qu'il a apportée à la situation par rapport à un certain nombre de constats. Et parmi ces constats, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, on se rend compte que la sortie de ces jeunes est liée fondamentalement, au-delà de la question politique, à une question d'existence. À une question d'existence, au-delà même d'une question d'existence, à une question d'espoir. Le mot espoir est fondamental dans une population. C'est-à-dire, l'espoir permet de se projeter. L'espoir permet de se construire. L'espoir permet d'exister. Donc, cet espoir, en quelque sorte, est plus ou moins brisé. Plus ou moins brisé. Je dis plus ou moins parce que je veux toujours relever le fait que des choses importantes se font en matière d'éducation, de formation. Mais le besoin est tellement lourd et tellement fondamental qu'on a l'impression qu'il reste encore énormément de choses. Aujourd'hui, quand vous êtes dans les salles de classe, dans des amphis de 200 personnes, il m'arrive souvent de poser la question à savoir qui est en CDI, mais je vous garantis qu'il n'y en a pas 10 qui vont lever la main. Sur 200 étudiants, souvent en 3e année. Donc, la situation de difficulté d'accès à l'emploi, et qui dit emploi, dit derrière justice sociale, revenus, etc. Donc, je pense que le président a bien perçu ça en proposant effectivement d'apporter une réponse à ces questions. Mais la démarche, souvent dans nos cieux, est ce qui pose problème. Créer de l'emploi, offrir de l'emploi, mais il faudrait des mécanismes viables. Il y a eu beaucoup de mécanismes qui ont été mis en place, des financements, de l'entrepreneuriat rapide, etc., etc. Mais aujourd'hui, quand ce débat se pose, vous envoyez peu de ces responsables qui osent sortir pour dresser un bilan. Dresser un bilan. Un bilan au vrai sens du terme. Du genre, sur 11 ou 7 ou 3 millions de jeunes, nous avons pu intégrer tel, et voilà le schéma qu'on a. Et effectivement, des financements se font, et il y a un problème, et M. Macky Sall est obligé de sortir encore pour parler de financement. Qu'en est-il de tout ce qui a été fait jusque-là? Qu'en est-il? Alors que c'est des milliards qui ont été investis. Et il a rappelé justement dans son discours les milliards qui ont été investis, les vivres qui ont été distribués. Il nous a dit, n'oubliez pas que cela a été fait. Mais on a l'impression que l'impact n'a pas été là. L'impact n'a pas été là parce que tout simplement, ça pose la question de la démarche. Et aujourd'hui au Sénégal, il faut dire que les jeunes sont plus intelligents que nous. Il faut qu'on ait l'humilité de le reconnaître. Les jeunes sont plus ouverts d'esprit que nous. Un jeune, même si d'un point de vue formation technique, le niveau de français, le niveau de mathématiques n'est pas, mais l'intelligence est là, parce qu'ils ont un esprit très ouvert. Donc, ils savent que des choses ont été faites. Ils savent quoi reprocher à Ousmane Sonko, mais ils savent aussi à quoi reprocher à l'État. Donc, la question de la démarche se pose. Aujourd'hui, si ces financements doivent se faire, si ces jeunes doivent être mieux encadrés, il faudrait que dans la démarche, qu'on choisisse d'abord les bonnes personnes. Qu'on choisisse les bonnes personnes, qu'on choisisse les bonnes structures et qu'on choisisse un schéma pas sur le court terme. Il ne faudrait pas que les investissements au niveau étatique s'inscrivent selon un mandat politique. On ne peut pas construire. Je viens de poser le débat de l'éducation en allant sur les failles de l'éducation depuis les années 2000. Aujourd'hui, on a environ près de 70 000 candidats au bac. Ce sont ces générations qui arrivent. Donc, il faudrait que cette production d'emploi s'inscrive dans une durée, qu'il y ait une construction autour. Et cette production d'emploi, cette offre d'emploi que l'État va faire autour d'organisations structurées, gérées par des gens, avec un système de contrôle sur lequel les jeunes ont accès. Au-delà de cela, il faudrait que cela soit associé à une formation. Aujourd'hui, la question de la Covid a fait oublier la question de l'immigration clandestine. N'oublions pas qu'il n'y a pas quelques mois, des jeunes étaient en partance. Donc ça veut dire que la crise est là. Et ces jeunes en partance,
il faut de l'offre de formation. L'emploi en tant que tel, l'argent déposé du moins sur une table, donné à un jeune qui derrière n'a pas les bagages qu'il faut, ne servirait pas à grand-chose. Il faudrait que cette personne soit formée. Il faudrait que ce financement s'inscrive dans un processus qui va garantir que la personne à qui ce financement sera octroyé a toutes les compétences et les capacités techniques qu'il faut pour pouvoir réaliser quelque chose à partir de laquelle elle pourra aider, et comme ça une chaîne de solidarité va se mettre en place. Donc, en proposition, ou en tout cas en analyse de la proposition qui a été faite, je dirais oui pour un financement, parce que de toute façon on n'a pas le choix. Il faudrait que des réponses soient apportées. Mais un financement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Un financement différent de tout ce qui est partisan et de tout ce qui est politique. Un financement qui ne s'inscrit pas sur un mandat. Un financement qui s'inscrit sur la reconstruction de l'espoir. Une fois que c'est bien perçu, une fois que le concept est bien perçu, une fois que le jeune sait qu'à travers une formation sur 1, 2, 3 ans, à l'issue, il aura un financement et que derrière, il y aura un système de contrôle et qu'il aura des comptes à rendre. Si des mécanismes pareils sont mis en place, je pense que l'espoir peut revenir. C'est pour ça que tantôt je disais que des solutions sont possibles. Mais je soulignerai un aspect. Au-delà de la dimension économique, le Sénégal a vécu jusque-là grâce à la dimension sociale et surtout religieuse. Ouais. Il faudrait que les mécanismes de dialogue, les instances qui ont permis d'exister jusque-là, il faut que ces instances-là reprennent leur place. Aujourd'hui, quand on regarde l'environnement, avec l'absence plus ou moins d'Alioune qui a joué un rôle majeur, on se rend compte que la société civile n'a pas cette force-là. N'a plus cette force-là. On a l'impression que c'est plutôt une société civile guerrière autour du concept de Y'en a marre, etc. Mais au-delà du concept de Y'en a marre, il doit y avoir des mécanismes de dialogue avec une société civile forte. Je pense qu'il faudrait que l'État et l'opposition travaillent à l'établissement d'une société civile forte, parce que c'est la société civile qui permet de retrouver l'équilibre. Parce qu'on a déjà eu à le vivre. Les assises se sont conçues autour de la personnalité de Alioune et les mécanismes religieux. J'insisterai beaucoup sur ça, parce qu'il faut savoir que dans chaque pays a ses mécanismes d'équilibre. Et que dans tous les pays, ces mécanismes se différencient. Tantôt c'est l'Église dans certains pays, tantôt c'est l'imama dans certains pays. Mais il faudrait que ces mécanismes soient remis à leur place, parce que l'équilibre en dépend, l'espoir en dépend, et l'avenir du pays en dépend. Docteur Lo, est-ce que vous êtes d'accord avec comme solution un rééquilibrage des mécanismes d'influence, en tout cas dans nos sociétés, comme ça l'a été pendant très longtemps, et comme je pense que ça l'est, surtout quand on parle de la dimension religieuse, par exemple, ou comme le dit professeur Ali, Anne, la société civile et l'influence de la société civile, parce qu'il y en a qui critiquent cette ingérence des forces et de l'influence religieuse dans les affaires républicaines. Certains disent, contrairement à ce que M. Ali Anne dit, que l'influence religieuse ne devrait pas venir interférer dans les questions justement républicaines et étatiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, merci beaucoup. Au fait, par rapport donc à ces équilibres, en tout cas sociaux, comme l'a évoqué Anne, on en a besoin, parce que l'État ne peut pas, d'une certaine manière, se séparer en tout cas de la coutume. La manière par laquelle on a toujours essayé de régler, en tout cas les problèmes sociaux ou de quelque ordre que ce soit dans une société, c'est en impliquant tout le monde, particulièrement les élites, particulièrement donc ceux en qui on a un certain espoir, ceux qui constituent donc des voix autorisées dans une société quelconque, autour donc d'une table. Autrefois, c'était autour donc du baobab. C'est pourquoi le baobab symbolise beaucoup de choses. C'est le dialogue, encore une fois. Pour vous dire que la méconnaissance de certains symboles même nous rattrape. Alors donc, on ne peut pas, dans un État, ignorer l'intervention donc de ces familles, que ce soit familles religieuses ou peut-être donc de ces différentes communautés, que ce soit dans le cadre donc de la religion ou dans le cadre donc de la société. Elles continuent, ces communautés, à avoir donc leur mot à dire
dans la marche donc de l'État. C'est vrai, l'État c'est une organisation politique, mais il ne peut exister en dehors de la société. C'est pas possible. Donc c'est toujours dans une société, dans une nation que l'État existe. Alors, arrivé à ces moments, bien entendu, on a commencé même à avoir donc le désenchantement dont je parlais tout à l'heure, à l'endroit donc de la religion, donc de ces familles, parce qu'elles sont jugées ou suspectées de connivence avec l'État, de telle sorte que la jeunesse même commence à se révolter, à ne plus donc les écouter. Et ça, c'est très dangereux. C'est pourquoi le rôle qu'il faut jouer, évidemment, il faudrait que ce soit un rôle d'équilibre, de vérité. Quand il y a lieu de dire une vérité à un État, parce que c'est vrai, entre guillemets, dire la vérité à l'État, est-ce qu'on a le droit de le dire? Mais on a le droit par rapport donc, à la posture qu'on occupe. Et à ce niveau, il faudrait que ces chefs religieux, que ce soit donc de l'Église ou donc de la religion musulmane, puissent à chaque fois que de besoin tenir donc le discours qu'il faut donc du moment. Un discours qui réconcilie, un discours également qui répare en mettant donc l'accent de curseur sur la vérité. C'est ce dont la jeunesse a besoin pour écouter. Maintenant, autrement, ce sera très difficile. Et d'ailleurs, souvent, on évoque donc Mame Abdou. Quand des moments pareils arrivent de tension, on dit Mame Abdou nous manque. Pourquoi? Parce que Mame Abdou, en ce moment-là, quelle que soit donc la puissance du pouvoir de l'État qui était là, disait la vérité. Disait ce qu'il pense et attirait l'attention donc par rapport au comportement à tenir. Parce qu'on n'est que de passage donc dans ce monde. Et le principe donc d'une république, c'est que les hommes passent, les institutions demeurent. Oui. Il faut qu'on sache cela. Alors, je suis d'accord pour que ces équilibres-là reviennent, que ce discours soit, mais il faudrait que ce soit donc dans l'impartialité. Et ça, c'est essentiel. Maintenant, si il se laisse soupçonner donc de parti pris par rapport à cela, ça ne fait que compliquer. Parce que c'est un couteau à double tranchant. De quelle manière doivent-ils s'introduire donc dans le jeu politique et de quelle façon compterait-il maintenant apporter donc la solution qu'on attend donc d'eux? Ça, c'est un élément. Alors, je reviens sur la solution donc, du président de la République, c'est évident. Moi, j'ai l'impression de dire que la première chose, d'abord, par rapport aux solutions apportées, au-delà donc de l'intrusion donc des chefs religieux, il y a donc l'élément de l'état de droit. Bien sûr. Il faut revenir à l'état de droit. Pourquoi je le dis? Parce que la politique économique donc de l'État, en tout cas le référentiel donc de politique socio-économique donc de l'État, c'est le PSE. Et le PSE a une vision. Et vous savez, la vision, c'est quoi? La plupart du temps, vous demandez à ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont donc dans le parti, ils vous disent un Sénégal émergent en 2035. C'est ce que beaucoup retiennent. Alors que ce n'est pas ça. On a tronqué donc la vision. C'est un Sénégal émergent dans un état de droit et une société solidaire d'ici à 2035. Pour que quand on arrive à 2035, qu'on ait les conditions, en tout cas, qui nous permettraient de nous mettre sur donc, les trompes donc, vers un développement. Alors, l'émergence du Sénégal, ce n'est pas simplement une question d'investissement, c'est important. Il faut transformer structurellement donc, l'économie, on y est. Il y a donc des pas et on salue des projets donc, de l'État dans ce sens. Mais l'autre élément, c'est l'état de droit. Dans un chantier qui n'a pas été suffisamment donc, abattu. Et c'est à ce niveau d'ailleurs pourquoi l'état de droit était important d'être reconnu donc, dans la vision. C'est que si l'état de droit ne suit pas, tout ce qu'on peut faire peut d'un seul coup, en tout cas, disparaître. C'est comme, d'ailleurs, on l'a remarqué avec donc, les manifestations aujourd'hui, et dont la plupart donc, du temps, c'est lié donc, à l'état de droit. Et l'état de droit, ça suppose quoi? Ça suppose que, quelle que soit la décision qu'on prend ou l'acte qu'on doit faire, cet acte, cette décision tire sa légitimité donc, de sa conformité avec donc, la loi. Ça, c'est important. Que la puissance publique, l'État en tant que tel, accepte de se soumettre donc, à la règle de droit. Et que un citoyen, un religieux ou qui qu'il puisse être, soit, mais également ceux qui gèrent doivent rendre compte et doivent également être assujettis donc, à cette même règle de droit. C'est ça l'état de droit qui nous manque. De ce fait qu'on a tellement vu des choses qui sont jugées injustes par donc, les populations, parce que l'État n'a jamais perdu un procès donc, devant un tribunal quelconque, parce que les gouvernants, lorsque donc, les cours de contrôle on donne le rapport sur des personnalités, donc des lettres, autre chose. On ne les voit jamais actes donc, devant la justice. Mais cela énerve. Donc, c'est pourquoi il faut qu'on revienne à l'état de droit. Ça, c'est une solution importante. Maintenant, le financement par rapport à l'emploi, évidemment, c'est important. Mais attends, il faut évaluer
d'abord ce qui a été jusqu'ici fait dans le sens de la politique de l'emploi et de la formation. En 2013, l'État avait une politique donc d'emploi et de formation donc des jeunes. Et cette politique avait fait, en tout cas avait occasionné la naissance ou la création de 3 institutions financières et une institution donc qu'on appelle une institution de promotion. Le FONGIP en fait partie, le FONGIS en fait partie, la BNDE que vous entendez en fait partie. C'était pour accompagner les PME et les PMI à créer donc des entreprises par des financements donc garantis et en contrepartie permettre aux jeunes qui ont donc ces compétences à intégrer donc ces structures, etc., etc. Donc, qui sont une vision claire et que j'apprécie. Mais aujourd'hui, on a rajouté encore d'autres institutions financières. On a le 3FPT en termes donc de financement donc de formation donc des jeunes. On a également donc la DER qui arrive et on a tellement donc de programmes, mais aucun d'eux n'a été ni évalué ni suivi pour voir donc les conséquences. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de mettre encore le pied sur l'accélérateur parce qu'à un moment donné, il faut s'arrêter pour diagnostiquer, savoir où est-ce que les choses donc ne vont pas, pourquoi ça ne va pas. Et que maintenant, on cherche à avoir donc les solutions idoines. Du point de vue managérial également, ça pose un problème. On peut avoir donc des idées, des projets pertinents, mais si on n'a pas donc les hommes qui managent correctement donc ce qu'on leur confie, mais on ne peut avoir que donc des résultats médiocres. C'est vrai, il y a des efforts qui sont constants jusqu'à présent, mais on peut aller encore davantage parce que donc les jeunes en ont besoin de formation. Évidemment, il y a des structures qui sont là et qui font donc le mieux possible pour pouvoir encadrer donc ces jeunes en termes de formation, que ce soit donc le ministère donc de la formation professionnelle, l'ONFP également qui continue à chaque jour que je fais à accompagner donc les jeunes en les dotant donc de compétences, mais ça ne suffit pas parce que pour le président de la République, injecter donc 300 milliards donc dans l'éducation, dans la formation donc des jeunes, c'est bien, mais mieux encore, c'est de voir quels sont donc les créneaux qui absorbent donc l'emploi qu'on veut créer. Et ce créneau, ce n'est rien d'autre que les entreprises. Aujourd'hui, ces entreprises sont dans des difficultés, il faut le dire. La plupart donc des entreprises ont des difficultés donc financières liées à la dette intérieure donc de l'État. Et quand on parle de dette intérieure dans le langage commun, on fait allusion donc aux arriérés donc de paiement. Oui. Si ces entreprises sont plombées et qu'elles doivent maintenant recruter donc ceux qui seront formés, ça va poser un problème. Donc il faut regarder de manière systémique la problématique entre la formation et l'emploi et tous les acteurs qui interviennent pour voir de quelle manière il faudrait donc mettre les choses sur donc les rails. Sinon, on va se répéter et le même problème reste donc le même parce que donc les solutions apportées plutôt qu'elle nous apporte donc des effets attendus, mais c'est tout donc le contraire que nous allons avoir. Énormément d'informations et l'heure est au bilan, hein, justement. Docteur Anne, je vais vous laisser réagir par rapport à tout ce que le docteur Lo vient de dire, en justement mettant le bilan en avant, mais aussi où est-ce qu'on va aujourd'hui? C'est quoi votre vision pour le futur et pour éviter que ce genre de situation, justement, n'arrive à nouveau, comme le dit le docteur Lo, avant de mettre des solutions? Qu'est-ce qu'il fallait éviter auparavant pour ne pas faire les mêmes erreurs? Oui, qu'est-ce qu'il fallait éviter? Je pense que c'est une excellente question. Mais vous me permettrez, je me suis laissé aller dans la discussion sans pour autant m'incliner à la mémoire des personnes disparues. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est une journée de deuil, de même qu'hier. Et je disais hier que cela se fasse hier ou aujourd'hui, c'est la même chose. Ceux qui sont partis ne sont pas dans un débat de c'est aujourd'hui, c'est demain. Ils s'attendent juste à avoir des prières. Et ces prières, le fait qu'on ait eu 2 jours de prière, ça montre qu'une division est en train de s'installer. Même pour prier pour nos jeunes, pour nos morts, on a besoin de le faire sur des journées différentes. Ça montre à suffisance que les mécanismes de communication et de dialogue dont je parlais sont rompus. Et ces mécanismes de communication et de dialogue ont été les clés qui nous ont permis de construire jusqu'à ce niveau. Et sur ces mécanismes de dialogue, j'ai insisté sur l'importance de la société civile, mais également sur l'importance des maisons religieuses dans leur capacité à poser toutes les parties et à leur permettre d'aller vers une discussion saine. Donc, au-delà de m'être incliné sur la mémoire de ces personnes disparues, nous prions pour elles et que Dieu l'accueille dans leur paradis. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour ne pas en arriver là? C'est la grande question. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? C'est
porter plus attention aux messages et aux symboles. On ne porte pas suffisamment attention aux messages et aux symboles. J'étais en train de dire qu'au début de cette pandémie, qu'en mettant les heures à 19 heures, ça posait un problème parce que les gens ont des difficultés. On n'a pas suffisamment écouté ces cris qui malheureusement se sont exprimés au grand jour. Je pense que si on avait nous, grandes personnes, parce que nous en sommes tous responsables, ce qui s'est passé, c'est de la responsabilité de tout le monde. Ces personnes parties, c'est de la responsabilité de tout le monde. Les parents ont une part de responsabilité. Nous, les éducateurs, on a une part de responsabilité. L'État a une part de responsabilité. L'opposition a une part de responsabilité. Les médias, nous tous, nous avons une part de responsabilité. Donc, devant cette situation, face aux solutions, face aux éléments qu'il faudrait mettre, face à quelle vision il faudrait faire, il faudrait rétablir la confiance. Il faudrait qu'on rétablisse la confiance. Rétablir la confiance entre la jeunesse et les personnes adultes. C'est une réalité. Même au niveau des entreprises, je vous garantis que la jeunesse souffre. Souffre de cette pression des personnes adultes, souffre de cette, comment dirais-je, de ces personnes qui détiennent les monopoles des systèmes de production et qui en abusent. Tout à fait. Il faudrait que la confiance soit rétablie. Et ce n'est pas un discours, c'est des actes. Au niveau des familles, il faut que la confiance soit rétablie. Que nous, les autorités parentales, qu'on assume davantage nos responsabilités. Il ne s'agit pas de fuir ces responsabilités en ayant comme justificatif que le monde est dur. Une responsabilité reste une responsabilité. Rétablir la confiance entre l'opposition. On ne peut pas construire si on ne veut jamais se parler, si on ne veut jamais se toucher. Pour construire ensemble un pays qu'on ne saurait partager, il faudrait le faire ensemble. Et faire les choses ensemble suppose un minimum de confiance. Rétablir la confiance également entre nous et nos autorités religieuses. C'est vrai, des choses se sont dites. C'est vrai, on ne veut pas que ces autorités s'impliquent, mais c'est des parties à part entière de cette société pour les construire. Et vous l'avez vu, à chaque fois qu'on est devant des situations impossibles, nous tous, on s'en réfère au discours de ces autorités religieuses. Donc, au lieu d'attendre la fin pour le faire, pourquoi ne pas démarrer là en les établissant effectivement comme des organes de discussion et de débat. Rétablir la confiance avec l'espoir. Cette confiance avec l'espoir, si ça n'existe plus, ça crée des jeunes qui sont capables de tout. Parce que quelqu'un qui se dit qu'il n'y a pas d'espoir, qu'il n'y a pas d'avenir, il est prêt à tout. Rétablir la confiance par rapport à la justice. C'est justice qui fait notre commun de vivre ensemble. C'est justice qui fait notre équilibre. C'est justice qui fait notre confiance. C'est justice qui fait qu'on peut dormir tranquille. Si la confiance est rompue, ça pose problème. Rétablir la confiance avec les forces de sécurité. On a vu la population sénégalaise. On a vu des jeunes chanter, manger avec des hommes des forces de l'ordre. On sent que le jeune sénégalais est foncièrement bon. Je fais le tour des enfants et je le dis toujours, on a une jeunesse qui est bien intelligente et très épanouie. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils sont arrivés à ce niveau ou à se tirer les uns sur les autres? Il faut qu'on rétablisse la confiance avec ces forces de sécurité. Et la confiance, pour se rétablir, ne doit être basée que sur la vérité. Il faudrait qu'on évite tout ce qui a tendance à cacher la vérité. Tout ce qui a tendance à minimiser la vérité. La vérité dans le camp de l'opposition, la vérité dans le cas de l'État, la vérité dans les familles, la vérité dans les écoles. Il y a un travail énorme à faire, à mon avis, pour construire le Sénégal de demain. Et ce travail, je pense que ce qui s'est passé, j'ose croire que c'est un grand déclic qui va nous inviter tous à la réflexion, qui va nous inviter tous à la reconstruction et non pas à un esprit de revanche, parce que les revanches ne font que envenimer les situations. Envenimer les situations, c'est ce qu'on cherche à éviter. On en arrive malheureusement déjà à la fin de notre émission. Je ne peux par contre m'empêcher de terminer en vous posant l'ultime question. On parle de reconstruire le Sénégal de demain ou de construire, d'édifier les réalités sociales et politiques qui vont régir notre existence demain. Qu'est-ce que vous préconisez pour 2024 ?
Vous avez mentionné tout à l'heure M. Khalifa Sall. Vous avez également mentionné Karim Wade en relation avec Ousmane Sonko. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces opposants d'antan et Ousmane Sonko? Et quelle est votre vision pour les élections de 2024? Et si vous pouviez en profiter pour laisser un message autant aux jeunes qu'à nos dirigeants qui régissent justement la République. Merci beaucoup. En fait, moi, ce que je dis encore pour résumer, d'ici à 2024, il ne nous reste pas beaucoup, mais pour certains, c'est demain. Ouais. Ça dépend donc de la situation où on se situe. Alors, c'est d'abord, il faudrait véritablement que l'appel fondamental, en tout cas, ou le dicton donc du président de la République de 2012 à aujourd'hui, que la patrie avant le parti. Ça, c'est un comportement qu'on doit retrouver. Qu'on fasse revenir le citoyen à sa place que lui a volé donc les militants. Ça, c'est important. Et qu'on éduque par l'exemple. Aujourd'hui, ce qu'on dit doit être ce qu'on fait. Comme le disait Mahatma Gandhi, il faudrait nécessairement être le changement qu'on désire voir autour de soi. Ça, c'est important. Moi, je pense que si ces éléments sont faits, d'ici à 2024, on n'aura qu'un pays paisible et tranquille. Alors, en outre, c'est vrai, du point de vue donc, de l'opposition, on a l'habitude donc, de dire que la force donc, du loup, c'est la meute, et la force donc, de la meute, c'est le loup. Si les oppositions, en tout cas l'opposition se réunit pour constituer un bloc, c'est ça qui fait leur force, face donc à toute adversité. Ça, c'est important. Mais si chacun également va dans son sens, et sachant que ce qui arrive à autrui, je m'en mêle pas, ils vont en périr donc tous sans problème. Alors, le fait d'être ensemble, c'est important, mais également de se battre pour donc les mêmes droits et les mêmes libertés. Et que également le camp adverse, qu'on appelle donc le pouvoir, mette donc le curseur sur donc l'égalité et sur la tolérance. Et la tolérance, c'est quoi? C'est d'accepter donc la différence. C'est d'accepter la différence. C'est effectivement reconnaître donc le mérite de tout un chacun, sans pour autant autrement chercher à régler les choses que par des urnes. Moi, je pense que c'est le seul esprit qui vaut aujourd'hui d'ici à 2024. Qu'on laisse donc les gens, qu'on laisse au peuple sénégalais ce qui lui revient, cette souveraineté de décider, et qu'on ne décide pas donc à sa place, de quelque manière que ce soit, et que nos institutions également, nos cours et nos tribunaux reviennent donc à de meilleurs sentiments, que la séparation donc des pouvoirs telle que définie évidemment par Montesquieu jusqu'à présent, que c'est le pouvoir seul qui peut arrêter donc le pouvoir, que chacun sache là où il doit donc se limiter et que personne ne se laisse donc influencer. Je pense que c'est dans la justice qu'on peut tout régler. Et quand on me dit la justice, c'est toujours donc cette règle de droit que tout le monde respecte. Et que d'ailleurs, c'est le serment donc du président de la République a toujours été de respecter, de faire respecter. Alors, si on se limite et on revient donc à cela, d'ici à 2024, qui serait le président de la République? Ce sera encore un Sonko, un Niass ou même un Yahou Dial. On ne sait jamais qui sera donc le président. Dieu seul décide. Mais il ne faut pas d'ailleurs qu'on précipite donc les choses. Je pense que, et encore pour terminer, que véritablement la parole donnée soit respectée. Elle souffre dans ce pays. Le président de la République, l'a dit, ne se représente pas une troisième fois. De grâce, je demande qu'il ne tenterait pas de se représenter, quelles que soient les circonstances qui adviennent, et que les choses donc arrivent et que tout le monde maintenant accepte. Moi, je pense que c'est cela qu'il nous faut pour qu'il y ait une paix donc sociale et durable. Parfait. Je vous remercie. Parfait, merci beaucoup, Dr Lo. Professeur Aliane, vos mots de la fin, la même question. Qu'est-ce que vous préconisez pour 2024 et votre message de la fin? Oui, pour 2024, on préconise un environnement de paix et de dialogue. Je pense qu'on ne peut rien construire sans ces deux mots essentiels. Je préconise aussi le rétablissement de la confiance. Qui sera président, seul Dieu le sait. Je pense qu'en 2010, le président Macky Sall ne savait pas qu'il allait être président. Je pense que tout se fait par une construction, tout se fait également par la volonté divine. Nous, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'on ait un président qui va redonner espoir à cette population. Et pour cela, j'aimerais insister juste un peu sur l'aspect relation avec l'international. Kizerbo a réglé le problème. On ne construit pas son État à partir de la note des autres. Le Sénégal sera seulement s'il est endogène. Mais un Sénégal endogène ne signifie pas un Sénégal séparé du monde, séparé de la France. La France fait partie intégrante de l'histoire du Sénégal
on ne peut pas s'en séparer. Tout à fait. La grande question, c'est de savoir comment rétablir l'équilibre, comment mettre un cadre de partenariat win-win, gagnant-gagnant. La nouvelle génération exige cela. Nous n'avons pas fait la France pour nous former. Nous avons fait tout notre cursus ici. Des capacités sont là, des compétences sont là. Le Sénégal d'aujourd'hui, ce n'est pas le Sénégal d'hier. Donc il faudrait que, quelle que soit la personne qui va venir, on ne s'attend pas, une fois de plus, à une rupture. Mais on s'attend à une reconstruction équilibrée, où la France trouverait son intérêt, mais où le Sénégal trouverait grandement également son intérêt. Surtout. En tout cas, on souhaite à tous qu'on puisse arriver sain et sauf à cette échéance de 2024 et que l'agenda des élections, l'agenda politique, l'agenda économique et le social puissent reprendre leur marche. Parce que 2024, c'est dans très longtemps, c'est dans 4 ans. Combien de francs, combien d'euros, combien de productions, combien de jeunes, combien d'enfants vont naître? Attention à la crise. Des personnes n'ont pas pu aller se soigner alors qu'ils avaient rendez-vous à l'hôpital. Des femmes enceintes n'ont pas pu faire leur consultation. Des vieux qui devaient faire des consultations urgentes n'ont pas pu le faire. Des rendez-vous médicaux ont été décalés. Quand je pense, pour terminer, que diriger, être un leader, ce n'est pas penser aux plus forts, c'est penser aux populations les plus faibles. Je pense que quand on va diriger en pensant aux populations les plus faibles, je pense que fondamentalement, on pourra réussir. On pourra réussir. Merci pour ces derniers mots de la fin, des mots d'espoir en tout cas, et pour cette belle vision et surtout pour cette analyse politico-sociale assez poussée à tous les deux. Chers téléspectateurs, nous vous remercions ici. Vous avez suivi votre émission Idées. Cette émission, nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Je suis Sophie Abba. Merci à toute l'équipe technique. On vous donne rendez-vous prochainement sur ITV.